Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, merci de me donner la parole. À l'entame de mon propos, je tiens à vous féliciter, Madame, à l'occasion de votre présidence et pour votre direction du Conseil en ce mois de mars 2025. Je remercie aussi les préopinants et les intervenantes principales pour leurs exposés. En tant qu'État membre des Nations Unies et contributeur de premier plan aux missions de paix, le Rwanda appuie fortement le maintien de la paix et des casques bleus où qu'ils se trouvent. C'est précisément la raison pour laquelle le Rwanda insiste sur l'application du principe de responsabilité et la transparence pour tous ceux et celles qui œuvrent sous mandat du Conseil de sécurité au service de la paix. Qu'il me soit ici permis de préciser la situation en ce qui concerne le conflit dans l'est de la RDC. Ce conflit n'a pas été lancé par le Rwanda, mais le fardeau qu'il représente repose sur les épaules du Rwanda. En outre, les mesures prises par différents acteurs ont permis à la RDC à se soustraire à ses responsabilités, notamment en ce qui concerne les failles de gouvernance et de direction. Les causes profondes de ce conflit remontent tout d'abord à la préservation de la milice génocidaire des FDLR, en dépit de son passé de massacre ethnique, de recrutement d'enfants soldats, des agissements ayant déstabilisé tant le Rwanda que la RDC. Il est regrettable que certains membres de la communauté internationale continuent d'ignorer son existence. La récente capture et la remise au Rwanda de membres des FDLR, notamment un commandant, nous montre que le gouvernement de la RDC a intégré des combattants FDLR dans son armée nationale. Kinshasa leur a fourni des armes, des ressources, une plateforme pour alimenter leur idéologie génocidaire. Deuxièmement, la persécution systématique dont sont victimes les Congolais parlant le Kinyarwanda, en particulier les communautés Tutsi, est liée au passé colonial. Sont concernées des communautés dans le sud Kivu et en Ituri. Parmi les conséquences de la discrimination et de la violence d'épuration ethnique en RDC, nous trouvons des centaines de milliers de réfugiés au Rwanda, en Ouganda et dans d'autres pays de la région, lesquels vivent principalement dans des camps de réfugiés, dans l'incapacité de rentrer chez eux depuis des années. Étant donné cette situation, que peut-on attendre du Rwanda? Pourquoi le Rwanda est-il ciblé de manière disproportionnée? Rien n'est moins clair. Mais ce qui est clair à nos yeux au Rwanda, c'est que les mesures défensives que nous avons instaurées seront maintenues tant que nous n'avons pas un cadre crédible de garantie de sécurité à long terme le long de notre frontière avec la RDC. Madame la Présidente, le cas de la MONUSCO est particulièrement troublant, tel que le reflète le rapport que nous venons de recevoir. L'on constate que les discussions de la MONUSCO sont systématiquement utilisées pour mettre en avant un argumentaire qui ne reflète pas la réalité sur le terrain. Malheureusement, le rapport aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. S'il évoque de manière très précise les groupes armés qui commettent des abus tels que les ADF, la Codeco, les milices génocidaires FDLR soutenues par Kinshasa et même les forces de la RDC en tant que principaux auteurs de violations des droits humains, le rapport continue de pointer du doigt d'autres acteurs considérés comme la cause première de l'instabilité dans l'est de la RDC. Le rapport nous montre donc qu'il est systématiquement biaisé, qu'il y a un biais systématique dans l'identification de la crise sécuritaire dans la région. L'incapacité de la MONUSCO à exécuter le mandat qui lui a été confié il y a 25 ans, à savoir éliminer tous les groupes armés, y compris la milice génocidaire des FDLR, qui opère en toute impunité dans l'est de la RDC depuis 30 ans. Nous ne pouvons pas escompter la paix tant que l'on ne se sera pas attaqué aux causes profondes de cette crise. Je me trouvais personnellement, ici même, le 28 mars 2013, lorsque la résolution 2098 a été adoptée afin de déployer une brigade d'intervention de la force au sein de la MONUSCO, laquelle était dotée d'un mandat spécifique de neutraliser tous les groupes armés, notamment les FDLR. Cependant, l'accent
alors était exclusivement mise sur les M23 et la MONUSCO, la brigade d'intervention de la force, a refusé de neutraliser l'FDLR, laquelle continuait de semer le chaos en RDC et continue aujourd'hui de le faire en 2025. De fait, depuis 2003, le Conseil ne cesse d'insister sur la nécessité de faire face à la menace des FDLR. Il l'a fait au travers de plus de 20 résolutions différentes. Et pourtant, alors que des milliards de dollars ont été investis dans ce qui demeure la mission de maintien de la paix la plus coûteuse des Nations Unies, des résultats dignes de ce nom se font toujours attendre. Ainsi, les civils congolais, en particulier des Tutsis, continuent d'être ciblés. Ils sont victimes de persécutions, de discriminations, de déplacements forcés. En octobre 2023, un village tout entier, 300 maisons de Tutsis congolais, a été incendié par des milices soutenues par l'RDC en territoire Massissi. Où était la MONUSCO alors? Depuis février de cette année, les villages de Banyamulenge, au sud Kivu, sont bombardés à l'aide de drones et d'avions de chasse de la RDC. Où se trouve la MONUSCO? Un problème de gouvernance et d'inclusion politique se pose, auquel nous devons remédier, qui doit être prise en compte par la RDC. Madame la Présidente, depuis la reprise des hostilités en octobre 2021, la MONUSCO n'a pas contribué de manière constructive à la désescalade ou aux efforts de paix. Plus alarmant, la MONUSCO a fourni un appui direct à l'opération militaire de la coalition RDC, devenant de fait un belligérant, combattant parfois aux côtés des groupes qu'elle était censée neutraliser. Je relève ici la présence de mercenaires européens au sein de cette coalition, des mercenaires déployés en violation d'une convention des Nations Unies de 1989 et qui se trouvent aux côtés de l'armée de la RDC et de la MONUSCO. Le Rwanda a soulevé ses préoccupations à maintes reprises au Conseil, mais rien n'a jamais été fait. La représentante spéciale Keïta et la MONUSCO ont aussi contribué à biaiser les faits, entourant l'évolution la plus récente de la situation, en exagérant largement les affirmations selon lesquelles 3000 victimes civiles auraient été enregistrées. Information émanant de la MONUSCO suite à la prise de Goma en janvier 2025. Ces chiffres ont été contestés par des journalistes et des travailleurs humanitaires sur le terrain, mais ils sont utilisés comme arme par le gouvernement de la RDC pour demander l'imposition de mesures punitives contre le Rwanda. Vous venez d'entendre un nouvel exemple de revendication montée de toutes pièces de la bouche de mon collègue de la RDC. Le Rwanda continue de penser que la MONUSCO peut changer de cap et jouer un rôle positif. Pour autant, qu'elle respecte son mandat en matière de protection des civils, qu'elle garantisse l'acheminement de l'aide humanitaire et peut-être fournisse un appui logistique aux efforts conjoints CAE-SADC, actuellement à l'examen. Madame la Présidente, depuis la dernière réunion d'information en décembre 2024 et depuis la chute de Goma, les efforts de paix ont pris un nouvel élan dans la région. Le premier sommet CAE-SADC a eu lieu en février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Ce sommet conjoint, dont les résultats ont été entérinés par l'Union africaine, a décidé de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi. Il n'a pas été harmonisé, mais fusionné. Le sommet a également réaffirmé l'appel en faveur de la cessation des hostilités et d'un dialogue politique inclusif. Ce dialogue sera guidé par un groupe élargi de 5 facilitateurs venant de différentes régions d'Afrique sous l'égide de la présidence de l'Union africaine. Le Rwanda se félicite de ces faits nouveaux et les appuie pleinement. Nous nous félicitons tout particulièrement de la récente décision prise par la FCM23 de repositionner ses forces de Walikale à l'appui des initiatives de paix en cours, ainsi que de l'annonce par la RDC que toutes les opérations offensives des FRDC et Wazalendo cesseraient. Nous exhortons par ailleurs la communauté internationale et le Conseil de sécurité à appuyer ce processus piloté
par les Africains. En guise de conclusion, Madame la Présidente, je tiens à répéter que depuis 31 ans, le Rwanda travaille d'arrache-pied pour l'unité, la réconciliation, la stabilité et la croissance économique afin de promouvoir les droits des groupes vulnérables de manière générale. Un règlement politique durable assorti de garanties de sécurité à long terme pour le Rwanda nous permettra de nous remettre à la tâche urgemment, avec sérieux, pour développer notre pays et intégrer notre région aux côtés de nos voisins. Le Rwanda a toujours souhaité un règlement politique durable, un règlement sécuritaire durable pour la région. Nous sommes déterminés à œuvrer avec toutes les parties pour que les engagements contractés soient respectés, en particulier dans le cadre du processus de sommet conjoint CAE-SADC et dans le cadre des autres initiatives complémentaires de l'édification de la confiance. Merci. Je remercie Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. On va l'appliquer. Jusqu'à quand lèveras-tu? Protège mon âme contre les ambiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie.